comment un chirurgien cardiaque appréhende-t-il le risque opératoire? Je savais qu'il allait avoir avant moi deux topos très scientifiques, et donc j'ai fait un topo un peu plus de partage de mon expérience, puisque je commence à avoir un âge où on regarde un petit peu les longs week-ends de mai, même si Pascal me trouve très jeune encore. Alors pour moi, le risque opératoire, et je vais devenir un petit peu plus sérieux, c'est deux objets sonores. D'abord, un objet extrêmement triste, c'est le coup de tonnerre dans le ciel serein, qui est le coup de fil impromptu, alors que vous êtes en famille, bien tranquillement, et dès que vous décrochez le téléphone, vous entendez toutes les alarmes de la réanimation qui témoignent de la présence d'un enfant en situation hémodynamique dramatique, souvent un arrêt cardiaque, et croyez-moi, ça vous marque à jamais. Et puis, il y a un objet sonore de la réalisation de ce risque opératoire qui est un petit peu plus gai, plus drôle. C'est au milieu d'un staff médico-chirurgical, une grosse voix d'un de mes aînés et maîtres qui dit « De toute façon, ce malade, il va mourir ». Et croyez-moi, peut-être quelques-uns d'entre vous auront reconnu un de mes aînés et maîtres. Et ce n'est pas du tout une prophétie autoréalisatrice, mais je crois que c'est un mécanisme de défense qui permet de s'affranchir psychiquement du risque opératoire qui est perçu par le futur chirurgien et qui permet ainsi, en s'affranchissant de ce risque, de donner les meilleurs soins chirurgicaux possibles à ces patients-là. Alors, appréhender, c'est craindre la réalisation d'une éventualité fâcheuse. Vous verrez que j'ai essayé de faire un certain nombre de parallélismes avec d'autres spécialités, d'autres situations professionnelles. Alors d'abord, dans la notion de risque, il y a deux dimensions qui sont importantes. Il y a l'incertitude sur la probabilité d'occurrence de ce risque, de la réalisation de cette éventualité fâcheuse. Et puis, il y a toujours des interrogations sur la hauteur des dommages possibles. Et on l'a vu précédemment dans tous ces scores. Il y a bien sûr la mortalité, mais il y a aussi plein d'autres événements qui peuvent survenir. Cette notion de risque, elle porte en elle-même une considération double et contradictoire à l'égard de cette prise de risque. Et elle peut être extrêmement valorisée, cette prise de risque, lorsqu'elle trouve une fin heureuse, et au contraire, à l'inverse, se voir absolument conspuée lorsqu'elle se finit mal, c'est-à-dire que les protagonistes perdent le contrôle de ce risque. Et vous voyez, ces quelques mots que j'ai trouvés, ça n'a rien à voir avec la chirurgie. Ça a été écrit pour l'alpinisme et le risque que prennent un certain nombre de ces praticiens. Mais je crois que ça s'adapte tout à fait au risque opératoire. Et donc, on a une oscillation permanente entre la qualification de performance lorsqu'il y a un succès ou au contraire de déraisonnable, d'acharnement thérapeutique, comme on peut entendre aujourd'hui, lorsqu'on a une perte de contrôle. Du héros au fou inconscient avait écrit un célèbre écrivain concernant l'alpinisme. Alors, des innovations scientifiques et médicales spectaculaires, il y en a eu tout au cours des années 60-70. Un événement majeur en juillet 69, non pas au milieu de la Lune, mais à la maternité de Dijon. Mais dans le même temps, arrivaient effectivement des premières mondiales. Et à ce moment-là, à aucun moment on a parlé de risque. On publiait, on rapportait uniquement les succès. Qui se souvient aujourd'hui que Barnard est la première transplantation cardiaque? C'est juste un échec. Ce patient a vécu quelques jours. Et pour autant, c'était présenté comme un succès total. Et puis petit à petit, après cette ère que j'ai qualifiée d'ère de la plomberie pour la chirurgie cardiaque pédiatrique, est venue une amélioration considérable des résultats en termes de morbidité, de mortalité, une diminution des lésions résiduelles. Et donc s'est installée petit à petit une culture de l'évaluation et du contrôle qualité. Évaluation, bien sûr, du patient, la complexité de la pathologie, son état général, etc. Mais aussi, de l'autre côté du bistouri, évaluation du chirurgien. Qui dit risque opératoire dit quand même la nécessité d'évaluation de celui qui va réaliser cette intervention. Alors, les databases et leur analyse ont été très bien présentées avant moi, je m'en doutais. Juste, je rapporte une des databases qu'on avait utilisées dans les années 2012-2013 à Necker, et voyez qu'on peut juger sur ce graphique
je ne sais pas si on voit mon pointeur, oui, on peut juger de la qualité d'un chirurgien ici. Alors, la surface représente le volume d'activité. Ici, en ordonnée, vous avez la mortalité opératoire et en abscisse, le score Aristote. Et donc, si vous êtes dans la case en bas à droite, eh ben, vous êtes un chirurgien qui fait des interventions difficiles et qui a de bons résultats. Si vous êtes en haut à gauche, vous faites des interventions faciles et vos résultats ne sont pas bons. Alors, on peut se comparer avec tous les autres chirurgiens du database, on peut se comparer au sein de son équipe, et on peut comparer aussi, et c'est probablement encore plus intéressant, l'ensemble de l'équipe chirurgicale, c'est-à-dire du centre, par rapport aux autres centres internationaux. Alors, après ces éléments, alors juste un élément que j'ai oublié de vous préciser, ces databases ont eu un intérêt majeur, à mon avis, lorsqu'on a évalué les chirurgiens, mais aussi un side effect dans le sens où, à un moment, par exemple, on peut prendre l'exemple qui s'est passé en Angleterre, c'est qu'à partir du moment où une publicité a été faite du résultat des databases, tout le monde s'est repassé le mistigris. Parce que nous, chirurgiens, au bout de quelques années, quand même, comme vous, cardiologues, on sait bien quels sont les malades qui sont très à risque, avec ou sans score établi. Et donc, ça a eu un effet pervers, finalement, lorsque une publication officielle a été faite. Je crois qu'elle est très utile, mais elle doit rester confidentielle et réservée aux professionnels. Alors, j'ai voulu, dans le risque opératoire, essayer de faire des parallélismes à d'autres situations professionnelles où la gestion du risque est extrêmement importante. En particulier, je me suis dit, tiens, dans les copies d'avion, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la relation des différents intervenants dans le COPIC, sur la gestion des incidents, etc. Et donc, j'ai rencontré un spécialiste de la didactique des enseignements des savoirs professionnels et qui a beaucoup travaillé sur l'ergonomie des COPIC. Et voilà ce qu'il m'a répondu après des échanges oraux par écrit. Il m'a dit, je vous le cite, « Selon la formule de Protagoras, doit-on affirmer que l'homme est la mesure de tout risque ?» Jusque-là, ça va. En d'autres termes, cette perception comporte-t-elle une dimension transcendantale, au sens où Kant emploie ce terme, ou doit-on suivre un chemin de pensée radicalement subjectiviste pour la comprendre ? Là, ça m'a donné deux réflexions. La première réflexion, c'est que j'allais avoir du mal et que ça n'allait pas avancer beaucoup mon topo, ni mes préoccupations journalières quant à la gestion du risque opératoire. La deuxième chose, c'est que pour moi, ça remettait en question complètement les règles de la génétique, parce que cet interlocuteur était mon géniteur officiel, et donc j'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Alors, je me suis dit, je vais aller sur plus simple quand même. Je vais aller sur plus simple parce que nous, on a quand même des problématiques opérationnelles, quotidiennes, journalières de la gestion de ce risque. On porte ce risque, on le sent. Et donc, je me suis dit, je vais aller voir mon copain de 40 ans qui, après avoir fait un CAP pâtissier, donc il était spécialiste de la tarte, a distribué des tartes pendant une vingtaine d'années au GIGN. Et donc, cette personne, qui était responsable de la formation pendant 20 ans du combat au corps à corps, est devenue petit à petit le chef des opérations, c'est-à-dire pas la relation avec le préfet, le ministre, etc., mais qui fait quoi? Comment on fait? Et ce parallélisme est extrêmement important parce qu'il m'a inculqué depuis des années que pour eux, la sécurité de la mission, sécurité des personnels, c'est d'abord l'accumulation de données en amont de l'intervention. Et cette intervention ne peut avoir lieu qu'à partir du moment où il y a une connaissance parfaite de la situation, connaissance des lieux, connaissance des protagonistes et surtout leur localisation, par exemple dans des interventions de forcenés, etc. Et j'ai trouvé que c'était, vous avez de la chance, vous n'avez pas la petite musique qui va avec, j'ai trouvé que c'était extrêmement comparable à ce qu'on avait, parce que si nous, chirurgiens, on part au front, on part à l'intervention sans avoir les données en amont, on va avoir une certaine perte de chance, on va avoir des surprises pour lesquelles probablement la meilleure adaptation n'est pas idéale. Donc leur intervention, c'est basé toujours sur un trépied qui va être l'accumulation de connaissances. Donc finalement, c'est tout le data cardiologique en amont.
des données extrêmement précises et un plan d'action au moment de l'intervention. Et puis enfin, la dernière chose, la formation. Alors j'avais laissé la fin de cette petite vidéo parce qu'il y avait un petit enregistrement qui était le battement de cœur, comme quoi on peut s'engager pour la vie de différentes manières. Alors, je vais passer à la suivante. Alors, j'ai quand même échangé beaucoup avec lui et c'est au cours de ces dernières années. Et là, c'est plus pragmatique. Il y a un peu moins d'envolée lyrique. Mais je crois que ça peut être mis en œuvre absolument pour tout ce qui est de la prise en charge chirurgicale des patients. Accumulation de connaissances et analyse en amont. Je veux dire, comment aller à la chirurgie sans savoir parfaitement de quel cas on parle. En tout cas, autant faire se peut avec les examens dont on dispose aujourd'hui, échographie, IRM, etc. De temps en temps, et je pense que Necker est un endroit assez, critiquable à ce niveau, ça va un peu vite parce qu'il y a le turnover important, il y a le volume important, et on devrait consacrer un petit peu plus de temps à l'expertise, en particulier des cas difficiles qu'on peut assez facilement identifier. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est le schéma tactique et l'organisation générale. Et ça, c'est notre responsabilité de chirurgien. Et autant je pense que c'est assez clair dans la tête du chirurgien qui va effectuer l'intervention, autant je m'aperçois que plus je communique autour de moi, de l'équipe chirurgicale, plus on se rend compte qu'il y a une méconnaissance complète des différentes étapes qui vont être menées au cours de la chirurgie. Le respect, bien sûr, de la procédure qui a été définie au cours de l'intervention, et puis la prévision d'événements éventuellement indésirables et de l'adaptation qu'on doit avoir au cours de la chirurgie pour que ça finisse bien. Donc je pense que finalement, on est assez proche du déroulement d'une mission du JGGN ou d'autres groupes d'intervention. Alors, limiter le risque, c'est aussi faire un briefing. Ça, c'est... Voilà, ça commence un petit peu avec les checklists qui ont été imposées au bloc opératoire, mais elles sont tellement succinctes qu'elles sont probablement peu utiles. Ce briefing va permettre de dire comment on fait, comment on va faire cette intervention, quelle est l'idée maîtresse, etc. Établir en amont les cas non conformes, tout ça, ça s'adapte tout à fait à la chirurgie. Le déroulement, avec l'anticipation et l'adaptation en cas d'événements indésirables, et surtout... et ça, mon ergonomiste me l'avait fortement inculqué, l'articulation entre les différents intervenants avec un esprit de temporalité, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit au bon moment pour intervenir sur le cas précis. Alors j'ai voulu faire un autre parallélisme, un petit peu moins guerrier, avec une autre situation professionnelle, qui sont les risques et l'alpinisme. Et j'ai été un peu pioché des éléments qui m'apparaissait tout à fait applicable à la chirurgie. D'abord, pour le chirurgien, ou comme pour l'alpinisme, le guide, par exemple, qui emmène des gens en haute montagne, cette prise de risque, elle est nominative. On a une responsabilité individuelle, elle n'est pas collective. Et donc, il y a cet engagement personnel, nous le percevons, nous le sentons tout au cours de notre carrière. On s'aperçoit aussi, un deuxième élément majeur, c'est que la construction de l'individu, du professionnel, elle se fait à travers des expériences plus ou moins volontaires de mise en danger. Et donc, on va avoir finalement l'acquisition progressive d'une plasticité nouvelle au prix de la négation de certains degrés de sécurité. Et vous connaissez ça probablement avec des chirurgiens qui sont assez entreprenants, assez innovants, et on sait qu'ils vont se mettre parfois dans des situations difficiles. Si on regarde un petit peu historiquement, comment le switch à artériel aurait pu naître si on était toujours resté dans notre zone de confort? Je veux dire, François, tu es là, tu sais très bien que les premiers qui avaient communiqué là-dessus, certains ont été traités presque d'assassins, parce que simplement la mortalité était sans commune mesure avec le switch atrial. Et probablement pareil pour la plastie mitrale, on remplaçait, forcément on s'exposait, mais on a acquis avec cette négation de certains degrés de sécurité, de nouvelles techniques, de nouvelles expertises qui permettent de prendre en charge probablement mieux les patients. Et puis, dernier élément que j'ai connu quand j'allais opérer à l'étranger, c'est que de temps en temps, la complexité, elle est trop grande. Et donc, il y a des difficultés pour prédire le réel. Les événements deviennent imprévisibles et alors s'installe, en fonction des sociétés, des cultures,
une notion de fatalisme avec un jugement extra-scientifique. Et quand j'allais opérer au Maroc ou en Algérie, etc., j'ai été confronté à ça. Inch'Allah, c'est le maktoub. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on se déconnecte parce qu'on n'arrive plus à prédire ce risque. Et on se déconnecte de l'information scientifique qui nous est donnée pour s'en remettre à la providence. Alors, juste pour finir sur ce parallélisme entre chirurgie et alpinisme, appréhender le risque en montagne, c'est les informations fournies par la science, en amont, c'est vous les cardiologues, pour beaucoup, l'expérience personnelle du chirurgien comme du guide, ça c'est sûr, c'est un élément majeur, et puis aussi, la notion de risque, c'est une perception collective du risque dans l'espace-temps concerné. Aujourd'hui, le switch, on est à 2%. Donc, ce qui est perçu comme la notion de risque, c'est d'avoir une mortalité supérieure à 2% ou que le patient ait un potentiel de mortalité supérieur à ça. Mais probablement qu'il y a 30 ans, c'était différent. Alors, le risque opératoire, pendant longtemps, ça a été le chirurgien. C'est-à-dire, quelle est sa formation, quelles sont ses compétences, quel est son volume, quel type de cas il fait. D'accord ? Alors, c'est indéniable que le chirurgien, il a une grosse responsabilité dans le risque opératoire. Mais il faut prendre en compte quand même dans ces analyses un petit peu... Oui, Joy, là, je crois que là, il a vraiment une responsabilité importante si ça se passe mal. Mais il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments autour de la chirurgie. Il y a des travaux très importants qui ont été faits par Amal Berti, qui est un chirurgien qui a exercé pendant longtemps au Val-de-Grâce, et par quelqu'un de moins connu qui s'appelle Traoré, qui est un médecin hygiéniste et qui travaille à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Mais globalement, aujourd'hui, pour diminuer le risque périopératoire de la prise en charge des patients, on établit des cartographies des risques a priori. Et je vais mettre en plus gros, on va s'intéresser non seulement à la chirurgie, c'est-à-dire à l'acte péropératoire, mais aussi ce qu'il y a en amont. Et par exemple, je vais donner un exemple, la consultation d'anesthésie. On dit, la consulte d'anesthésie, au moment où le chirurgien il a coupé la coronaire, je ne suis pas sûr que c'est un intérêt majeur dans la réduction du risque opératoire. Je vous donne un contre-exemple. Par exemple, l'autre jour, les RAI ne sont pas faits. Le malade rentre à midi au bloc opératoire. Finalement, il va être incisé à 18h parce qu'on attend les résultats du RAI. La chirurgie au fait, ça finit à 22h. Il n'y a plus de Théo pour faire le contrôle échographique de la pathologie. Le malade sort, c'est l'heure des transmissions. Il n'y a plus que des réanimateurs en réanimation. Donc on peut avoir un enchaînement qui finalement va produire une notion de surrisque liée à la prise en charge de ce patient. Pareil en aval, si la communication, par exemple, entre le bloc opératoire et la réanimation, on ne sait pas que le malade va sortir thorax ouvert, on ne sait pas qu'il y a une ECMO, etc., eh bien, il ne va pas avoir les moyens alloués pour une prise en charge optimale. Alors, dans cette cartographie, finalement, des processus, c'est-à-dire il y a des intervenants, mais il y a aussi un système autour de la chirurgie, donc du risque opératoire, il y a même le processus de management. Je me suis dit, là, ils exagèrent un petit peu. Je me suis dit, c'est pas si bête que ça. Parce que quand on voit en haut à droite les ressources humaines, moi, s'il n'y a pas les infirmières qu'il faut en réanimation pour prendre en charge, et des décisions fortes, par exemple, en France, on a une infirmière pour 2 patients en réanimation, chez les anglo-saxons, c'est 1 pour 1, eh ben, ça a un impact très important sur la prise en charge des patients. Alors, une fois qu'on a fait cette cartographie, on va regarder un peu comme dans les catalogues de la FNAC, où on regarde la qualité des appareils photographiques. On va avoir une cartographie en fonction de la maîtrise des risques. C'est le schéma sur la gauche. Donc, vous voyez, risque d'oubli de matériel. Bah ouais, le risque, il est faible dans ce bloc opératoire-là. Risque d'erreur de côté, par exemple pour nous c'est très rare, etc. Et donc on va pouvoir identifier exactement les risques qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas maîtrisés. Et puis on peut avoir aussi une représentation graphique des risques bruts, c'est-à-dire est-ce que le risque opératoire risque de se produire fréquemment, probable, possible, très probable, etc. Et surtout l'impact sur le devenir du patient, c'est-à-dire est-ce que c'est une complication qui est grave, très grave, etc. Et donc on a une criticité, c'est-à-dire
la conjonction, le produit de est-ce que ça se produit souvent et est-ce que ça a des conséquences lourdes. Alors je vais vous donner, pour finir, un exemple pratique. Et je suis très content parce que finalement, je rejoins exactement ce que François disait un petit peu plus précocement. Alors, il y avait une phrase qui traînait à Paris, le switch artériel, c'était la chirurgie pour les singes. Je ne vous donnerai pas l'auteur de cette... non, certains se trompent. Label Transpo. Moi, hein. Non, c'est pour ça. Mais c'est lui qui me l'a rapporté, par contre. Mais voilà. Label Transpo, c'est coronaire A, pas de dyscongruence aortopulmonaire, pas le malignement commissural, vaisseau antéro-postérieur, pas de CIV, pas de coartation. Ça veut dire apéro autorisé jusqu'à 22h45. On n'est pas inquiet pour le lendemain. Mais le screening préopératoire, il va être excessivement important. Pourquoi ? Parce qu'il va essayer de dépister tout ce qui diffère du basique. Et donc tout ce qui va augmenter significativement le risque opératoire. Des coronaires complexes, une hypoplasie de l'arche ou une coarte, CIV, des tunnelisations VG néo-aorte difficiles, des vaisseaux côte à côte, une dyscongruence aortopulmonaire, un mal-alignement commissural. J'ai entendu pendant longtemps, de toute façon, on s'en moque, le patient, il va aller au bloc opératoire et son timing de la chirurgie est de toute façon quasiment le même. Eh bien moi, je vais vous prouver que ce n'est pas vrai et que ce risque opératoire, il peut être considérablement diminué par une anticipation et par la connaissance de cette situation-là. Imaginons coronaire de type C. Moi, je vous dis que s'il y a un diagnostic précis, on va pouvoir anticiper, on va pouvoir s'adapter et on va augmenter la sécurité chirurgicale de l'équipe chirurgicale, ce n'est pas agréable de voir un malade, et bien sûr du patient. D'abord, l'information des parents, elle va être différente. Secondement, on va pouvoir formuler la formule magique qui est « de toute façon, ce malade, il va mal aller ». Donc on va se détacher, on va se préparer psychologiquement, et c'est très important, à une intervention difficile. On va adapter l'équipe chirurgicale. Il faudra un chirurgien senior habillé sur le champ opératoire pour faire une coronaire de type C. On va choisir notre première aide, parce que ça ne va pas être le même aide que pour une transpo coronaire A, etc., qui peut être un bon interne. On va choisir l'instrumentiste pour que ça dépote un petit peu. On va choisir un programme opératoire adéquat. On ne va pas avoir 15 coups de fil au cours de l'intervention pour savoir ce qu'on fait du deuxième malade, parce que ça dure un peu. On va choisir le type de cardioplégie, parce que par exemple, on ne va pas faire de la cardioplégie au sang s'il y a une coronaire intramurale et qu'on va recathétériser toutes les 10 minutes. On va éventuellement refroidir pour espacer les cardioplégies. On va éventuellement adapter le type d'instrument si on veut faire la résection du trajet intramural. On va prévenir la réanimation sur la nécessité d'une fermeture retardée, donc du personnel, etc. en réa. Bref, connaissance, programmation, anticipation, adaptation, articulation, temporalité, c'est exactement finalement les règles du GIGN. Et donc on va gagner en sérénité et en sécurité. En conclusion, je dirais que le risque opératoire, il est quand même fortement porté par le chirurgien. C'est, à titre personnel, je trouve un fardeau, car il y a une personnalisation à l'extrême par les familles de ce risque opératoire. Ils connaissent toujours le nom de leur chirurgien, rarement le nom de l'anesthésiste. Ce risque opératoire, il est malheureusement consubstantiel à la chirurgie, à la chance qui est donnée aux patients d'être pris en charge. Sa maîtrise repose, à mon sens, sur une connaissance en amont, donc de tout le bilan cardiologique qui est réalisé, sur une anticipation et une définition de la stratégie et une adaptation en cas de difficulté. Sa réduction générale est une approche, à mon sens, plus générale que simplement le chirurgien. Elle doit analyser les différents éléments intervenants, des relations entre ces différents intervenants qui sont transitifs, c'est-à-dire il y a un aller-retour, et bien sûr des processus et du système tout entier. Enfin, ce risque opératoire, il est assumé, porté et contrôlé par l'ensemble de l'équipe médico-chirurgicale pour éviter toute dérive délétère pour les patients. Voilà, je vous remercie.